Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. L'actualité est ponctuée ce soir au Gabon. D'abord par la campagne de dépistage des cancers féminins Octobre Rose qui s'est poursuivie jusqu'en novembre en raison de la participation record des femmes désireuses de prévenir les cancers du sein et du col de l'utérus. COP22 à Marrakech au Maroc, la 22e conférence des parties sur le climat prend les allures d'un salon de l'automobile vert pour promouvoir la mobilité durable. Et puis dans cette grande édition, nous verrons comment la lutte contre le trafic d'ivoire au Vietnam a donné un signal fort en incinérant plus de 2 tonnes d'ivoire de contrebande dans un continent où seul le marché chinois continue de nourrir ce commerce qui menace d'extension les éléphants. Le développement de tout cela dans un instant. Débutons avec la page santé de cette session, prévue initialement pour une durée de 30 jours dans tout le Gabon. L'opération Octobre Rose dédiée au dépistage du cancer a été prolongée de 2 semaines au centre hospitalier universitaire d'Ovendo suite à une affluence record. 4e édition d'Octobre Rose, il faut le rappeler, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a mené cette campagne d'information et de dépistage pour atteindre l'ensemble de la population gabonaise et la sensibiliser sur les 2 types de cancers les plus répandus au Gabon, celui du sein et du col de l'utérus. Tex Akigassam. Le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, dans le sud de Libreville, capitale gabonaise, a été pris d'assaut ce vendredi à la faveur de la clôture de campagne de dépistage du cancer du sein, du col et de l'utérus. Une opération qui a donné plus de 1015 patientes venues pour la circonstance selon les statistiques. Consultation, dépistage, traitement étaient le quotidien de l'ensemble du personnel médical voué à la tâche à la suite de ces 45 jours de travail. L'heure est au bilan. Nous avons fait près de 1000 dépistages, 92 lésions suspectes du col, 60 biopsies. Sur 7 résultats qui sont rentrés, nous avons 3 cancers du col confirmés qui vont être pris rapidement en charge et donc guérissables. C'est dire aujourd'hui l'importance et l'efficacité de cette action de dépistage des cancers du col. Pour certaines patients, le souhait a été de prolonger la dite opération. Nous sommes venus le dernier jour, malheureusement, mais bon, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Je souhaiterais que l'opération se pérennise. Bon, on a dit octobre rose, pourquoi pas novembre rose ou décembre rose, quoi. Octobre Rose est le mois de sensibilisation dédié au dépistage du cancer du sein au niveau international. Au Gabon, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba est à sa 4e édition. Une campagne de sensibilisation en direction des populations gabonaises. Elle a pour objectif d'accompagner les femmes atteintes du cancer, du dépistage au traitement et à la guérison. Rappelons toutefois que le dépistage est gratuit dans les structures de santé publique et accessible à chaque femme de plus de 25 ans tout au long de l'année au Gabon. L'actualité politique, c'est avec le candidat à la dernière élection présidentielle du 27 août qui a invité les Gabonais à s'impliquer au dialogue politique proposé par Ali Bongo Ondimba. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue ce samedi 12 novembre à son quartier général à Nzengayong dans le 6e arrondissement de Libreville. Le compte rendu de Gaël Mapessi et Nina Massunga. C'est pourquoi notre réflexion... Gérard Elangueman, candidat à la dernière présidentielle du 27 août dernier, invite les Gabonais qui n'ont pas voté à participer au dialogue politique. Il était important de lancer un appel aux 50% de la population. Alors je demande à tous ces Gabonais qui se sont abstenus, qui ne se reconnaissent pas dans les 2 extrêmes qui se forment et qui deviennent de plus en plus rigides, à savoir l'extrême de M. Jean-Ping et l'extrême du pouvoir de M. Ali, afin que nous nous retrouvions pour faire entendre notre voix. Pour lui, le dialogue politique proposé par Ali Bongo Ondimba est une occasion pour sortir de la crise post-électorale. Nous pensons que la question du dialogue, qu'il soit le dialogue initié par Ping, qu'il soit le dialogue initié par Ali, ce qui est important, c'est qu'il y a un besoin. Le besoin, c'est que les Gabonais doivent se parler. Ils doivent se parler pour trouver des solutions ou des réponses à la demande du plus grand nombre, ça veut dire des concitoyens. Il faut apporter par le dialogue des réformes. La priorité actuelle est de tirer les conséquences du passé pour vivre un présent convenable et envisager un avenir meilleur, a conclu le leader de l'Union nationale Tendance, André Baobam.
Le volet éducation avec l'Institut africain d'informatique IAI qui a désormais un nouveau responsable en la personne de Binta Fatou Kalmé qui a officiellement pris ses fonctions de directeur général de cet institut à la faveur d'une cérémonie présidée ce vendredi à Libreville par le président du conseil d'administration Alex Bernard Bongo Ondimba. Les précisions de Jamila Bengman. Binta Fatouma Kalmé, nouveau directeur général de l'Institut africain d'informatique de nationalité nigérienne. Cette femme au parcours atypique capitalise plus de 17 ans d'expérience d'enseignement technique et d'administration des agents des médias. Elle prend ainsi ses nouvelles charges à l'issue de la cérémonie d'installation présidée ce vendredi à Libreville par le responsable de l'Institut. Elle fixe ici le cap. Les actions immédiates, c'est d'abord de faire un état de lieu de la situation. L'état de lieu, c'est d'abord l'état pédagogique, parce qu'une école, c'est la formation. Et on ne peut pas se former sans les ressources financières. Donc, il faut aussi faire l'état de la situation financière. Ensuite, il y a l'état aussi de la situation partie personnelle, etc. Donc, les ressources humaines. On va faire d'abord un diagnostic. Observer, faire un diagnostic et voilà, on va faire un tableau, faire sortir les indicateurs, voir quelles sont les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de l'IA. La présidence du conseil d'administration, sa séance ordinaire tenue le 3 août 2016 à Ouagadougou au Burkina Faso, fonde beaucoup d'espoir sur la promue en vue d'une continuité efficiente relative au fonctionnement de l'IAI qui en a besoin. En 40 ans d'existence, l'IAI a su garder un label et un savoir-faire pour la formation des ingénieurs et techniciens supérieurs, reconnus et appréciés dans le monde entier. Il compte en son sein 11 États membres. Prenons cette fois une embarcation pour Port-Gentil, dans l'ouest du Gabon, où la promotion Eugène Kombila, du nom du parrain de la première cuvée du centre de formation et d'offre de services aux entreprises, est désormais disponible sur le marché de l'emploi. Une trentaine de diplômés ont reçu leur parchemin. Le récit d'Igor Onanga. En marge de la crise de l'emploi qui étreint des villes ouvrières comme celle de Port-Gentil, la formation professionnelle continue dans l'ombre de préparer l'élite de demain. Le cas du CEFOS qui vient de célébrer sa première cuvée au fort d'à peine 3 ans d'existence. Je profite de cette occasion et de cette circonstance pour rendre un vibrant hommage aux différents lauréats pour leurs efforts et leur endurance. Nous tenons sincèrement à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Pour le soutien à ces 25 compatriotes, désormais détenteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle, des apports extérieurs ont été sollicités. Eugène Kombila acceptera de lier son cabinet d'assistance administrative, financière et fiscale à l'avenir de ses lauréats. Je suis sensible à l'honneur que vous m'aviez fait de me désigner comme étant le parrain de la cérémonie de la remise des diplômes aux élèves de la première promotion de votre établissement. Force est de préciser qu'on ne parle nullement ici d'un engagement juste de forme. La matérialisation de cet accompagnement aux sorties de cette première formation n'est que le soutien que le cabinet et que ma modeste personne apportera aux 5 meilleurs lauréats de cette première promotion. Donc je fais le serment de pouvoir caser les 5 meilleurs lauréats de cette promotion. Le marché de l'emploi gabonais ne pourra que se réjouir d'accueillir ces nouveaux certifiés prêts à servir. Et puis, à moins de 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Gabon abritera dès le 14 janvier 2017, le ministère du Tourisme, qui tient à faire découvrir le Gabon aux visiteurs, a décerné ce samedi 12 novembre des certificats à 25 guides touristiques, comme nous le rapporte Gaël Mapessi. Regard studieux, c'est au total 25 jeunes Gabonais qui ont pris part au séminaire de formation initié par le ministère en charge du tourisme ce samedi 12 novembre, dont les objectifs sont définis par la ministre déléguée de ce département. L'objet de cette formation, c'est déjà le renforcement des capacités au niveau de nos guides touristiques. Et il faut ajouter que ce n'est pas la première formation, que du 21 au 24 juin, il y avait déjà une première formation organisée par l'ambassade des États-Unis, une formation bilingue de nos guides. Donc nous voulons recevoir nous autres dans de bonnes conditions. Nous avons mis en place des circuits touristiques
Nous allons développer cette offre prochainement de manière officielle, nous allons la présenter. Mais en amont, nous formons déjà nos guides touristiques pour qu'ils soient à point le jour de l'arrivée de nos invités. Composé des étudiants du département d'anglais de l'université Omar Bongo et les éco-guides spécialisés des visites en forêt, cette formation vient consolider les acquis des participants. Cette formation va encore nous apporter une grande opportunité parce que ça va nous renforcer les capacités et vendre au Gabon dans le monde extérieur comme intérieur. Cet apprentissage axé sur la formation des guides touristiques se poursuivra dans les provinces du Haut-Ogooué, de l'Ogooué-Maritime, du Wolontem, qui sont les autres localités choisies pour accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Projection cinématographique ce vendredi à la Case Gourmet située dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville en hommage à Thomas Sankara tué lors d'un coup d'État ayant conduit Blaise Compaoré au pouvoir en 1987. Jamila Mbengman et Jospin Bomadianga pour le reportage. C'est dans ce décor artisanal et sous prestation de chants en hommage à l'homme d'État anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste Thomas Sankara que s'est faite la projection du discours d'Harlem retraçant l'histoire de cette légende panafricaine. Pour nous, c'était vraiment important de projeter Thomas Sankara parce que Thomas Sankara, pour nous, est un exemple. C'est une légende même, je dirais. C'est quelqu'un qui a vulgarisé le discours direct en Afrique. Donc pour nous, c'est important que la jeunesse s'imprègne de Thomas Sankara et de ses discours. Nous sommes réunis ici, c'est pour célébrer le panafricanisme ensemble. Et à l'image de Thomas Sankara, on vient avec des attributs africains, habillés africains. Un moment de convivialité et de bonheur pour le public en général et pour la communauté burkinabé du Gabon en particulier, présente à cet événement et n'ayant pas manqué de saluer l'initiative. Bien vrai, en Afrique, on oublie trop la culture, on oublie trop ce qui est à nous. Et moi, c'est tout, en tant que Burkinabé, quand j'entends qu'on parle de Thomas Sankara ou bien je vois une soirée pareille qui parle de Thomas Sankara, ça me va droit au cœur. Pour mémoire, Thomas Sankara incarne et dirige la première révolution burkinabé du 4 août 1983 jusqu'à son assassinat lors du coup d'État ayant mené Blaise Compaoré au pouvoir le 15 octobre 1987. Les événements en Afrique débutent d'abord par ce portrait de Thomas Sankara, homme d'État africain, président du Burkina Faso de 1983 à 1987, était connu pour son combat contre le colonialisme et le néocolonialisme. Il conduit une politique d'affranchissement du peuple burkinabé. Son gouvernement entreprend des réformes majeures pour combattre la corruption et améliorer l'éducation, l'agriculture et le statut des femmes, comme nous le rapporte Jamila Mbengman. Thomas Isidore Noël Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta, était un Burkinabé capitaine militaire, marxiste révolutionnaire, panafricaniste et président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Considéré par les supporters comme une figure charismatique et emblématique de la révolution, il est communément appelé en Afrique Che Guevara. Sankara a pris le pouvoir lors d'un coup d'État populaire en 1983 à l'âge de 33 ans, dans le but d'éliminer la corruption et la domination de l'ancienne puissance coloniale française. Il a immédiatement lancé un des programmes les plus ambitieux pour le développement social et économique sur le continent africain. Pour symboliser cette nouvelle autonomie et de renaissance, il fait notamment changer le nom de la Haute-Volta, nom issu de la colonisation, en un nom issu de la tradition africaine, Burkina Faso, qui est un mélange de Moré et de Dioula et signifie « pays des hommes intègres ». Ces politiques étrangères ont été centrées sur l'anti-impérialisme. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État organisé par celui qui était considéré comme son frère, Blaise Compaoré. En hommage donc à cet homme intègre, une projection cinématographique a été organisée ce vendredi à Libreville au Gabon. Le conseiller spécial de l'ONU sur la prévention du génocide, Adama Dieng, affirme craindre une flambée de violences ethniques au Soudan du Sud et appelle à la réconciliation pour éviter un génocide, comme nous le rapporte Lardi Ngemamba. Adama Dieng,
Conseiller spécial de l'Organisation des Nations Unies sur la préservation des génocides, se dit craindre une spirale de violence ethnique au Soudan du Sud et invite le pays au pourparler afin d'éviter une catastrophe. C'était lors d'une conférence de presse qu'il animait ce vendredi dans la capitale Djouba. Une polarisation extrême au sein du groupe tribaux a augmenté à certains endroits, dans la foulée des combats ayant opposé début juillet les forces fidèles au président Salva Kiir et celles fidèles au chef rebelle Riek Machar. I am dismayed to report that what I have seen, what I have heard, has confirmed my concern. Je suis triste de vous annoncer ce que j'ai vu et entendu conforte mon sentiment qu'il existe un risque élevé d'escalade de violence ethnique, avec un risque potentiel de génocide. Je ne le dis pas à la légère. Au lieu de voir se développer une identité nationale sud-soudanaise, j'ai observé une polarisation extrême au sein de groupes tribaux à certains endroits. I have seen that there is extreme polarization among some tribal groups. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud a plongé depuis 2013 dans une guerre civile sans précédent, ayant fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,5 millions de déplacés. Le ministre zambien des Finances, Félix Moutati, a dévoilé vendredi au Parlement un budget 2017 de 64,500 milliards, environ 6,6 milliards de dollars, qui vise notamment à réduire le déficit du pays et à stimuler la croissance. Le récit de Ludmila Ntoutoum. Le budget 2017 zambien a été dévoilé ce vendredi au Parlement par le ministre en charge des Finances zambiennes. Budget qui se chiffre à 3 milliards 300 millions de francs CFA, une enveloppe jugée très serrée. L'environnement économique dans lequel le budget 2017 sera intégré est un défi. Au sein de notre économie, la croissance devrait rester morose. Sur le plan intérieur, les niveaux d'eau bas continueront de freiner la production d'électricité et donc de restreindre cette production. Ces réalités veulent donc dire que notre action doit être ferme afin de régler ces défis auxquels nous sommes confrontés. Après la rencontre parlementaire, Janet Rogan, la représentante des Nations Unies, semble apprécier les orientations de ce nouveau budget. Il s'agit clairement d'un budget où il y a eu de nombreuses consultations avec le secteur privé. Une attention importante a été apportée pour stimuler le secteur privé ainsi que la croissance, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi sur une échelle plus large pour l'exploitation minière, pour développer le secteur agricole, pour diversifier les liens des marchés et mettre en valeur ce calcul. Il me semble donc que ce budget a pour objectif de stimuler la croissance. Ce budget vise à réduire le déficit du pays et à stimuler sa croissance. La Zambie est l'un des pays les plus fortement urbanisés du continent africain. Le pays est l'un des grands exportateurs de cuivre et de colbate, mais les gisements sont de plus en plus inaccessibles et moins riches. Nous restons à Marrakech. On appelle cela la mobilité durable. Avec la conférence internationale sur le climat, la COP22 Marrakech, se fait le chantre du transport tout électrique. Jamila Bengman. Le premier pick-up marocain 100% électrique a été ainsi dévoilé cette semaine aux participants de la conférence. Baptisé Aslan, ce pick-up se voulant écologique et a été fabriqué par la Société nationale du transport et de la logistique. C'est la première supercar 100% marocaine et 100% africaine surtout. C'est la première supercar électrique en Afrique. C'est un produit qui est 100% électrique à zéro émission, avec beaucoup d'innovations dessus. Cet utilitaire gris-vert, grand habitacle et nez arrondi, se recharge en près de 7 heures sur une prise de 220 volts. Sa benne arrière peut transporter jusqu'à 800 kg. Atteignant 129 km/h, Aslan respecte la nature et l'environnement et se charge chez soi, sans nécessité de dispositifs spécifiques, selon ses concepteurs. Autre innovation présentée à la COP22, plutôt surprenante pour un projet écologique, la supercar, une voiture de sport bleue aux allures de bolide ou de Ferrari, en fait, un concentré de nouveaux brevets. L'objectif à terme est de commercialiser des voitures 100% électriques marocaines avec toujours la même problématique, moins d'émissions et une autonomie maximale.
Les autorités vietnamiennes ont procédé samedi à la destruction de plus de 2 tonnes d'ivoire de contrebande. Je vous le disais en titre, la police a mené ces dernières semaines d'importantes saisies d'ivoire illégales provenant de rhinocéros, d'éléphants et de tigres, comme nous le rapporte ce récit. Une opération de destruction d'ivoire arrivée de manière frauduleuse au Vietnam a été effectuée par la police vietnamienne en présence des ONG qui défendent les animaux et autres autorités du pays. L'Asie est l'une des destinations appréciées par les braconniers pour écouler leurs marchandises en raison de la forte demande et des facilités du marché. Les poursuites judiciaires sont l'un des aspects encore manquants ici. Le Vietnam fait beaucoup pour éduquer la population, essayer de réduire la demande et augmenter le nombre de saisies. Il y a plein d'évolutions positives, mais il y a encore des écarts, des trous à combler. La quantité de défense d'éléphants et de rhinocéros broyés puis incinérés publiquement représente plusieurs millions de dollars. Les autorités du Vietnam espèrent décourager les acteurs de vente illégale d'ivoire. L'opération de saisie en cours dans le pays vise dans la même dynamique à stopper l'approvisionnement du marché noir responsable de la mort d'animaux protégés et interdits de chasse dans de nombreux pays. Le gouvernement et les Vietnamiens ne sont pas autorisés à faire usage de produits issus du trafic d'animaux sauvages. D'autres animaux venus principalement d'Afrique et destinés au marché chinois ont également été retrouvés, comme le pangolin, des tortues. Des actions de sensibilisation sont menées pour envoyer un message fort à la population en faveur de la sauvegarde des animaux victimes du trafic. Le rappel des titres, avant de nous quitter, nous avons eu dans cette grande session d'information la campagne de dépistage des cancers féminins Octobre Rose qui s'est poursuivie jusqu'en novembre en raison de la participation record des femmes désireuses de prévenir les cancers du sein et du col de l'utérus. Nous avons eu les contours de cette campagne dans ce journal. L'actualité, c'est aussi, et vous le savez, la COP22 à Marrakech au Maroc, 22e conférence des parties sur le climat, prend les allures d'un salon de l'automobile vert pour promouvoir la mobilité durable. Et ça a été développé par nos reporters Lariska Lorma-Mengui et Bertin Osaga. La lutte contre le trafic d'ivoire au Vietnam a donné un signal fort aux incinérants. Plus de 2 tonnes d'ivoire de contrebande dans un continent où seul le marché chinois continue de nourrir ce commerce qui menace d'extension les éléphants. Voilà, Madame, Monsieur, c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de rester sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement, l'Afrique aussi et le monde autrement. Excellente soirée à tous.